Docteur Nice, une fois qu'on a parlé de comprendre les problèmes du Hum, métabolisme, de la glycémie, index glycémique des aliments, etc., euh, moi personnellement, comme je pense beaucoup de gens, on se réveille malheureusement parfois trop tard quand on parle des problèmes. Et la thématique de vieillissement quelque part, hein, pour les gens, c'est quelque chose d'assez lointain, même si on a 40, 50 ans, etc. tout à fait. Et simplement avoir conscience de ces dangers-là, ça reste largement quelque part théorique. Si on n'a pas, si on n'est pas face à des problèmes de santé actuels. Est-ce que à partir du moment où on commence à poser la question sur comment vieillir plus lentement, comment ralentir le vieillissement, etc., est-ce que il faut, et on a la prise de conscience sur tous les syndromes qu'on Hum. avait évoqués tout à l'heure. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de faire état des lieux de sa santé sur le plan longévité plus particulièrement pour voir l'état actuel, voir prédiction possible Ouais, 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 ouais. des problèmes liés au vieillissement? Je pense que vous soulevez une question qui, à mon avis, est fondamentale. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier que nous sommes de toutes les façons mortels. Bon. Et que si on regarde toutes les théories du vieillissement, aujourd'hui, on sait que l'organisme, si vous voulez, il est entre guillemets programmé pour vivre à peu près 120 ans maximum. Franchement, C'est déjà pas 120 ans, mal. c'est vraiment pas mal. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, Alors, l'espérance de l'homme, je crois, c'est 80 ans, oui, à peu 82. près, oui, oui, Femme, 85, 86, si je ne me oui, trompe oui, tout pas. à fait. Donc, on a 20 ans. L'organisme, et ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont, on va dire, presque démontré. On sait qu'on a effectivement une espérance de vie 120 ans à peu près. Il y a d'ailleurs la doyenne du Mm. monde, qui est une femme japonaise de mémoire, vient de décéder il n'y a pas longtemps, autour de, je crois, 118 ans. On a eu en France Jeanne Calment qui est décédée au-delà de 120 ans, je crois. Mais globalement, on est à peu près, on pense autour de 120 ans. Donc, on a Donc du ça, potentiel d'environ une ça trentaine d'années, voilà, quelque part. ça c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulevez, c'est qu'effectivement, généralement, on se réveille trop tard. Et c'est vrai que la santé, la longévité, c'est un capital qui nous est donné à la naissance et dont on doit, me semble-t-il en tout cas, faire, on va dire, état des lieux assez régulièrement. À partir de quand déjà Et justement, pas trop tard. Et justement, c'est ça toute la difficulté, à partir de quand? Donc là, on revient à la génétique. Il y a des gens, si vous voulez, qui ont effectivement des génétiques malheureusement défavorables, avec notamment des risques sur un plan cardiovasculaire, avec certaines pathologies dont on sait qu'elles ont inéluctablement un caractère familial et dont il faudra faire attention et tenir compte, etc. Donc, à partir de quand? Moi, je pense qu'il faut faire attention à sa santé au plus tard à partir de la quarantaine. Il faut déjà commencer à regarder ce qui se passe pourquoi la quarantaine? parce qu'on sait que l'organisme commence à vieillir autour de la trentaine déjà. Toutes les sécrétions hormonales, par exemple, encore une fois, c'est une théorie qui, à mon avis, est extrêmement solide. Toutes les théories démontrent que les sécrétions hormonales vont en croissant jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, et après diminuent, plus ou moins vite en fonction des individus, etc. Donc je crois que faire un bilan autour de la quarantaine, c'est déjà important. Faire un check-up, etc., pour voir si, entre guillemets, on va bien et si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Ma- Il faut s'écouter aussi soi-même. C'est-à-dire que, bien entendu, s'il y a un problème quelconque, il faut déjà regarder un peu ce qui se passe avant. Mais, me semble-t-il, à partir du moment où on va bien, autour de la quarantaine, c'est déjà bien de faire un premier point. Après, ça dépend de ce que l'on va trouver, c'est-à-dire à quel rythme il faut le faire. Et c'est ça toute la difficulté.
C'est-à-dire, est-ce que ce premier check-up ne vous montre rien de particulier et tout va très bien? À ce moment-là, pourquoi pas imaginer faire un bilan tous les 5 ans, dans un premier temps, et puis un peu plus rapproché après. Si par contre, déjà à 40 ans, on va vous trouver un taux de triglycérides extrêmement élevé, bah, il faut peut-être regarder un peu plus régulièrement ce qui se passe. Ma question est les suivante. Donc, j'ai compris que on s'intéresse au vieillissement à partir de 40 ans, parce qu'à partir de la Ouais. trentaine, on commence à vieillir. Enfin, Oui. on peut faire ça comme ça, pour dire ça simplement. Première question. Deuxième question. Le check-up dont vous parlez, est-ce qu'il y a la différence entre un check-up classique aujourd'hui de plupart des médecins, en France, parlant en France, ou Hmm. le monde francophone, ou est-ce que selon vous, selon votre expérience, et dans la logique du ralentissement de vieillissement, est-ce qu'on va faire des check-ups modifiés? Est-ce que le patient peut demander à son médecin ou un médecin spécialisé quels seront les check-ups pour vous? Quel est le check-up idéal Oui, oui. anti-longévité qu'il faudrait faire? Sur quels critères? Sur quels piliers on parle? Alors, Basé sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, les pour, facteurs vieillissement. tout à fait. Pour rappel, quand même, on est en France dans une médecine curative et non pas préventive. Donc, les bilans, si vous voulez, entre guillemets, longévité, anti-vieillissement, etc., pour certains, ne sont pas pris en charge du tout par la sécurité sociale et effectivement ne devraient pas être pris en charge par la sécurité sociale. Dans le contexte actuel, on pourra en discuter pendant des heures, mais c'est un peu la vision actuelle des choses. Dans l'idéal. Voilà. Alors après, ça va dépendre là aussi, comme je vous l'ai dit, de la génétique. C'est pour ça que c'est un dialogue entre individus. C'est un dialogue singulier entre un patient et un praticien. Qui sont les indispensables? Alors, les indispensables, si vous voulez, mais je reviens toujours là, vont dépendre de chaque cas particulier. Donc, il y a les indispensables dont on a parlé, qui sont numération, vitesse de segmentation, CRP, pour rechercher des mécanismes de micro-inflammation, ça c'est indispensable. Il y a les modifications métaboliques que l'on doit rechercher, mesure de la glycémie, mesure de l'insulinémie, calcul de l'index OMA, ça c'est dans ce contexte indispensable. Le bilan lipidique qui est indispensable, c'est-à-dire mesure du cholestérol total, cholestérol HDL, mesure des triglycérides, c'est absolument indispensable. Après, il y a toutes les mesures, on en a parlé aussi, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine B12, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un dénigrement des apports carnés dans l'alimentation et les apports carnés représentent la seule source sérieuse de vitamine B12 qui est indispensable pour la synthèse des globules rouges par exemple. Qu'est-ce Donc, que c'est la viande. la viande? Oui. Donc la viande est indispensable pour Alors, la viande est indispensable, pourquoi pas? Enfin, pour la vitamine B12 en tout cas. B12. Oui. Donc, chez quelqu'un qui aujourd'hui est végétarien, les apports en vitamine B12 vont être notoirement insuffisants et il faut mesurer la vitamine B12 et supplémenter la vitamine B12, c'est indispensable. Alors après, il faut regarder comment fonctionne l'organisme d'une façon un peu plus, entre guillemets, globale. C'est-à-dire que vous allez effectivement regarder comment fonctionne le foie. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans le syndrome métabolique, il peut y avoir une atteinte hépatique, la fameuse NASH, non-alcoolique NASH. NASH, tout à fait. Donc la NASH fait partie, si vous voulez, des complications du syndrome métabolique. Et ça, il faut mesurer au niveau hépatique ce que l'on appelle les transaminases, qui sont des marqueurs fidèles de la NASH. Donc c'est important de mesurer tout ça. Il faut regarder comment fonctionne le rein, c'est indispensable. Là aussi, ça se mesure très simplement par la mesure de la créatinine. Et aujourd'hui, il y a un marqueur qui, de toutes les façons, n'est pas remboursé chez aucun patient, mais qui est beaucoup plus fidèle que la mesure de la créatinine, c'est la mesure de ce qu'on appelle la cystatine C.
cystaine, voilà, cystatine C, comme grand C, qui est un très fidèle reflet de la fonction glomérulaire. Donc c'est extrêmement important de mesurer tout ça. Et puis après, toute la problématique hormonale, si vous voulez, dont on a parlé, sur laquelle on peut revenir brièvement, vérifier comment fonctionnent les surrénales, vérifier comment fonctionne la thyroïde, j'en oublie une, et vérifier, je ne sais plus lesquelles, comment fonctionnent ce qu'on appelle les gonades, donc les testicules chez l'homme avec la testostérone et les œstrogènes chez la femme. Ça, c'est le bilan de base. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être mesurées, notamment pour peu que vous ayez des antécédents familiaux de pathologies digestives, pour peu que vous ayez des anomalies au niveau vous-même de troubles digestifs, etc., on peut faire une recherche d'inflammation du tube digestif, c'est très important, qui, on le sait, va modifier la flore intestinale. Et aujourd'hui, on sait bien que la flore intestinale a un impact extrêmement important sur la qualité de vie et sur la longévité, parce que beaucoup de choses se passent au niveau des intestins et que l'endogénome, si vous voulez, il est presque aussi important que notre génome à nous. Il y a plein de choses que nous ne sommes pas capables de faire par notre génome et que nous ne pouvons faire que par génome interposé et génome que nous abritons. Ça, c'est très important aussi. Donc ça, c'est des examens encore différents qui... Tout à fait. Pour rechercher, par exemple, une inflammation digestive, vous allez effectivement mesurer la calprotectine, je ne sais plus comment on dit ça, qui est en fait un marqueur de l'inflammation digestive. Ça se mesure dans les selles. Il faut faire un recueil des selles de 24 heures et vous allez mesurer ce truc-là qui permet justement de voir s'il y a ou non une inflammation digestive. Et puis après, là aussi, il y a plein d'autres choses qui sont au cas par cas à discuter. C'est clair que si par exemple vous êtes un homme, que vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, il faut regarder très tôt les taux de PSA en prenant quelques précautions d'usage pour la mesure. Notamment, effectivement, il faut faire ça sans rapport sexuel pendant 3 jours avant parce que ça modifie les PSA. Il faut éviter de faire mesurer les PSA quand on est en situation de micro-traumatisme de la prostate, notamment chez les gens qui font beaucoup de vélo ou qui se déplacent en 2 roues, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres choses que l'on peut mesurer et qui sont extrêmement intéressants, mais à discuter au cas par cas. Docteur Pierre Nice, l'auteur du nouveau régime IG Longévité, merci pour cette interview avec l'aspect médical préventif qui est important, donc cette prise de conscience finalement, ce qui permettra d'avoir une prise de conscience par rapport aux problématiques liées au vieillissement. Et je rappelle qu'il y a la moitié du livre qui est consacré aux aliments avec plein de belles recettes à faire, et notamment il y a des choses très intéressantes parce que vous indiquez par exemple l'indice glycémique des éléments, donc ça peut aussi faire une référence. Enfin, ça peut faire office de référence, savoir quel élément comporte quel indice glycémique, ce qui nous permettrait de faire un peu plus attention à ce qu'on met dans l'assiette, si je comprends bien, et les quantités qu'on met dans l'assiette, à condition de bien pouvoir mesurer si possible. En tout cas, merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.